Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro spécial puisque déjà c'est le retour de la victoire et puis c'est un numéro un peu matinal comme vous l'entendrez peut-être à nos voix. Euh, on déroge un peu à notre règle du lundi ou du mardi pour accueillir un habitué de l'émission qui s'est fait désirer ces derniers temps. Ces hordes de fans sur les réseaux sociaux nous demandaient où il était passé. C'est Cédric Badagous. Salut, comment ça va? Ça va les gars? Ouais. On choisirait pas un peu ces matchs quand même ou quand même? Putain, si seulement c'était ça serait bien, mais non, les obligations parentales, familiales, faites des enfants surtout, hein, ça, voilà. Ouais, donc vous savez que si vous voulez non. qu'on gagne des matchs, il faut vous dévouer pour garder les enfants de Cédric, Voilà, comme ça il ne exactement. vient que pour les émissions de Victor. Voilà. Voilà, c'est ça, moi, je viens pour ça, tranquille, en pépère, le matin, voilà. Après une victoire 3-0, on est bien. Mais ça nous fait plaisir de t'accueillir, de te retrouver dans cette émission. On le retrouve également un peu moins habitué de l'émission, mais qu'on accueille toujours avec plaisir. C'est Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Salut, ça va, nickel. L'ami Club Nissa sur les réseaux sociaux, on va dire le cofondateur de la session Stangs, puisqu'on était un peu deux contre le reste du monde hier. Heureusement, la suite du match nous a donné raison. Mais on va parler de tout ça avant, si vous le voulez bien, d'évoquer le contenu du match, de cette victoire 3 buts à 0 à Saint-Etienne. On va parler un peu du déplacement de nos amis, de nos collègues supporters qui s'est mal passé pour la plupart d'entre eux. On rappelle brièvement les faits, 200 supporters de l'OGC Nice qui étaient autorisés à se déplacer au Chaudron par autorisation préfectorale. Il devait y en avoir peut-être une vingtaine, péniblement, je pense, au final, dans la tribune. Plusieurs bus qui ont été arrêtés avant d'arriver au stade, au point de rendez-vous par les forces de l'ordre et qui ont été sommés de retourner à Nice sous bonne escorte sur plusieurs centaines de kilomètres. La raison évoquée officielle, en tout cas par la préfecture de la Loire, c'est que les supporters étaient en état d'ébriété avancée. Alors on va pas se mentir, il y en avait forcément dans le lot pour ceux qui ont déjà vécu un déplacement. On sait très bien que tout le monde n'est pas tout à fait sobre à ce moment-là. Par contre, pour ceux qui nous écoutent, que les 200 soient en état d'ébriété avancée, et surtout que les 200 aient eu droit à un test d'alcoolémie, on en doute quand même fortement et on s'aperçoit qu'au final, gérer les supporters sur les 20 derniers kilomètres avait l'air d'être plus difficile que de les gérer sur 300 bandes sur le retour, de les faire marcher sur le bord de l'autoroute et autres Et puis, joyeusetés. c'est surtout que la plupart, des retours qu'on a eus, c'est qu'il y en a qui n'ont même pas compris ce qui se passait, puisqu'ils ont vu le bus faire demi-tour sans rien comprendre. Sans parler de ceux qui se sont fait gazer directement aussi, Ouais, d'ailleurs. ouais, aussi, ouais. Voilà, bon, on Ouais, aurait mais aimé avoir... T'as l'impression que c'est vraiment, enfin, allez, on va encore peut-être passer pour des parano et compagnie, hein, mais avec tout ce qui s'est passé depuis des semaines, t'as l'impression qu'on cherche encore à faire dégénérer un truc. Enfin, des debs, j'en ai fait un bon paquet. À Saint-Etienne, j'y suis allé peut-être 5 ou 6 fois. Je veux dire, voilà, t'arrives, bien sûr que t'es un peu dans l'euphorie du déplacement. Il y en a certains qui ont plus bu que d'autres. Mais là, de faire ça, de pas prévenir les mecs, de leur dire vous faites demi-tour, vous vous cassez alors qu'ils viennent de faire 6 heures de bus, t'as l'impression que le seul truc qu'ils cherchent, c'est à faire dégénérer le truc et pour dire encore une fois que les supporters, niçois ou autres, hein, d'ailleurs, hein, mais pour dire que les supporters sont des méchants, sont le fléau du football et compagnie. Alors que Voilà, alors que ceux qui foutent vraiment la merde, on les arrête jamais et on les laisse aller de stade en stade, hein. Bah, c'est ça, c'est compliqué là, je veux dire, tout était encadré, comme vous l'avez dit, voilà. À Saint-Etienne, c'est toujours prévu comme ça, hein. Je l'ai fait pas mal de fois, le DEP, t'arrives sur une aire un peu avant Saint-Étienne. le point de rencontre du coup avec les forces de l'ordre pour avoir l'escorte sur les derniers kilomètres. Et après t'es escorté jusqu'à Saint-Etienne, voilà, ça s'est toujours plus ou moins bien passé avec le folklore qui fait un peu la magie des déplacements, mais là, t'as vraiment l'impression qu'avec tout ce qui se passe depuis des semaines, au lieu d'essayer un peu de cadrer le truc et d'apaiser un peu les tensions, s'il y en a eu, hein, on peut même pas dire s'il y en a eu, hein, mais a priori, pas de faire ça, t'as l'impression pas de tension, hein, on peut dire qu'on est fiers de nos gars justement qui, malgré la situation, n'ont pas donné raison aux forces de l'ordre et n'ont pas fait dégénérer. Bon, c'est dommage du coup pour ceux qui ont fait un petit aller-retour dans la Loire, un si beau pays, pour ne même pas voir le match et la victoire de l'OGC Nice. Mais voilà, bon. Soutien à eux quand même, hein, parce que soutien à eux qui ont passé quand même un sale week-end au final. On aurait aimé que l'un d'entre eux puisse venir témoigner dans l'émission. Bon, je pense qu'entre l'heure à laquelle ils sont rentrés, la déception et tout, on n'a pas trouvé ça, compliqué. mais bon, c'est partie remise éventuellement si vous voulez venir en parler ou si ça se reproduit pour un prochain déplacement. Sachez que Avantinissa vous donne la parole là-dessus pour avoir un peu une autre version des faits, ce que certains autres médias locaux ne sont pas empressés de faire. On pense évidemment à Nice Matin qui a fait
un bel article à charge qui file la nausée. Donc voilà, la version, honteux, ouais, la version clairement. officielle, ni plus ni moins. La petite phrase à la fin du journaliste qui, voilà, supposément pro-marseillais, qui se fait un passage un peu plaisir et se soulage sur les supporters niçois. Voilà, bon, écoutez, Et puis c'est je pas pense qu'on on attend. depuis quelques semaines en plus, c'est voilà. On attend C'est- plus c'est un grand peu chose de répétitif, Nice quoi. matin depuis les événements face à l'OM, mais bon, voilà, là c'est carrément le crime d'opportunité, quoi. Tu te dis, il y avait moyen de chier un peu plus sur les supporters de l'OGC Nice, ils l'ont trouvé, ils se sont empressés de le faire. Sans savoir, hein. Voilà, Oui, c'est ça. C'est à charge, tout simplement à ils auraient charge, pu ça. juste présenter les deux versions, tu vois, présenter la version officielle de la police et de la préfecture et présenter la version des supporters, et après chacun se faisait son avis, mais non, là voilà, c'était Non, mais quand on en uniquement a un parlé charme. en plus, hein, on en a parlé après Marseille. Quand tu vois en comparaison, par exemple, un média comme La Provence, qui a peut-être été dans l'abus concernant la défense de son club, mais c'est logique aussi, hein, c'est le média local, machin et tout. Et nous, à côté de ça, tu vois Nice Matin qui s'empresse de charger le club, les supporters et tout. Tu te dis, mais c'est quoi le but en fait? Donc, ouais, c'est décevant et voilà. Vu la fin d'article, on avait noté le passage à la fin là. Je crois qu'ils disent si le club a pris 3 points aujourd'hui, les supporters eux n'en ont pas marqué ou un truc comme ça. Donc c'est tout simplement honteux, je trouve. Comme dirait Dewey, on n'en attendait rien, mais on en est quand même déçus. Donc Voilà, exactement. ça doit être le nouveau slogan de Nice Matin. Voilà, bon, messieurs, je vous propose de passer un peu plus rapidement au terrain, puisque bon, c'est Bien des sûr. événements qui sont malheureux. Bon, cette fois, peu de responsabilité des supporters niçois dedans, et je pense qu'on peut en être, on peut en être fier. On va reparler brièvement du mercato, puisque il y a André Onana, le gardien de l'Ajax, qui on sait a été beaucoup évoqué dans les pages mercato cet été, qui devait de partir depuis déjà pas mal d'années du club néerlandais, un gardien qu'on connaît bien puisque c'était le gardien de l'Ajax lors de la fameuse confrontation, double confrontation et qualification de l'OGC en Coupe d'Europe. Il révèle dans la presse néerlandaise que cet été il a été contacté par pas mal de clubs et qui étaient en négociation avancée, dont l'Olympique Lyonnais. Ça on le sait pour ceux qui suivent l'actu mercato des autres clubs, c'était un feuilleton qui a duré très très longtemps, mais aussi l'OGC Nice, un club qui s'intéressait à lui dès 2017 ou 2018. Je me souviens qu'on en parlait à l'époque pour le mettre en concurrence avec Johan Cardinal. Comme quoi, hein, le monde change très vite, mais oui, c'était bien le cas. Donc voilà, histoire d'être tout à fait complet sur l'actu du club, on en parle. Je sais que Guillaume, en off, ça t'a beaucoup fait rire de te dire, mais qu'est-ce que c'est la gestion de ce poste? Tu dis, en fait, tu ciblais Onana, tu as failli te retrouver avec Ratiopi à quelques heures près. Bon, tu finis avec Marcin Bulka qu'on verra sûrement à l'œuvre en coupe. On attend de voir ça. Mais voilà, c'est assez étonnant quand même comme était sur la piste des gardiens. Ça a été incompréhensible, toutes les rumeurs. Il y a aucun nom qui est lié avec l'autre. Ils ont rien à voir, Il n'y a aucune logique, ouais. Que ce soit Destanoglou, Onana, Ratiopi, Bulka. Il y a aucun des quatre qui est au même niveau et qui est dans le même profil. Enfin, c'est un peu quand même super étrange. Et puis tu sais que tu as failli faire Onana et puis tu as failli faire Ratiopi. Au niveau du grand écart, là, tu t'es déchiré l'aine, quoi. Ouais, c'est sûr possible. que Onana, c'est quand même. Encore, c'est que l'aine, ça va. Ouais, ça t'aurait Ratiopi, on se serait déchiré autre chose, je pense. Mais bon, bref. Voilà, bon, on aurait adoré accueillir Onana. Ça aurait été vraiment un concurrent énorme à Walter Benitez, et peut-être pour préparer sa succession. On sait que pour des histoires de contrôle antidopage, il est suspendu jusqu'au mois d'octobre ou de novembre, ce qui le rendait un peu plus disponible, je pense, sur le marché des transferts. Là, il est notamment évoqué du côté de l'Inter, donc on verra, mais a priori pas de Onana malheureusement à l'OGC Nice, malgré le fait qu'on en ait parlé déjà il y a quelques années et qu'on en reparle cet été. Peut-être dans le futur, on verra bien. Voilà, c'était pour être tout à fait complet sur l'actualité de la semaine. Je vous propose de ne pas parler de la ministre des Sports, parce qu'on va s'énerver. Mais, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça va nous mérite. tendre. Voilà, ça va nous tendre, mais bon, voilà, c'était histoire de dire qu'on avait vu passer l'info, mais qu'on ne souhaitait pas en parler. Parlons plutôt de la très belle victoire de l'OGC Nice à Geoffroy Guichard. Du coup, une victoire 3-0. Gouiri, pour l'instant, le but lui est toujours attribué. En tout cas, Calvin Stengs et Andy Delors sont les buteurs côté niçois. On s'est noté pas mal de sujets. Puis si jamais vous souhaitez en parler avec nous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte Avantinissa, pour nous faire un peu votre propre CR du match. Je voudrais commencer par le début.
et par le début du match. Enfin, une entame réussie, même si tout n'a pas été parfait en première mi-temps, mais après 3 matchs où la première demi-heure a été extrêmement compliquée, cette fois, vraiment, on s'est donné les moyens d'aller chercher ce premier but et de mieux rentrer dans le match que notre adversaire. Ah bah totalement. Hein. Alors on va en parler. Hein. Saint-Etienne, j'ai trouvé que c'était relativement faible. Saint-Etienne aujourd'hui dernier de Ligue 1 du coup, donc ça, voilà. C'est très très faible. faible. Mais en tout cas, voilà, quand tu rentres bien dans tes matchs, que tu fais une entame où tu mets le rythme, l'intensité qu'il faut, ben voilà, tu marques tôt et surtout tu te mets en confiance, hein, toujours pareil. Donc voilà, après on va parler des individualités, notamment Guillaume qui voulait parler de Lemina, mais je vais le rejoindre là-dessus hein, totalement parce que l'apport qu'il a au milieu, on peut dire que des fois c'est un peu un mec de l'ombre et tout, mais en fait pas du tout. Il met tellement d'impact, d'intensité, de tout ce qu'il faut au milieu de terrain en fait pour mettre du rythme et voilà, c'est alors, ça rejoint ta autour du match. Je te rejoins dans la secte Lemina, ça y a pas de problème et on ne manquera pas de se séguer à nouveau sur la présence de Mario Lemina dans le 11 après, mais pour le coup son binôme oui. Pour le coup, il n'a pas été il a été présent, il a été absent sur ces 3 derniers matchs, mais c'est pas lui qui était ni la cause ni la solution à ces entames de matchs ratés, parce que il a, voilà, comme je disais, il a été présent aussi sur le terrain quand il y a eu des matchs ratés. À votre avis, c'est quoi ? C'est une prise de conscience ? C'est dû vraiment à la faiblesse de Saint-Etienne qui nous a permis de rentrer un peu plus facilement dans le match et qui nous a pas pris à la gorge ? Ou est-ce que vous y trouvez une... est-ce que vous avez une explication ? Moi, je pense que c'est la faiblesse de Saint-Etienne qui va nous permettre de nous remettre la tête à l'endroit. Parce que je pense que d'un point de vue collectif, le groupe, les 11 titulaires, ça cogitait beaucoup trop maintenant, match après match, pour ces entames ratées. Et je pense que la faiblesse, comme dirait Bada, abyssale de Saint-Etienne, va nous permettre de remettre les idées à l'endroit et de reprendre le cours d'un match dès la première minute, quoi. Et pas attendre la deuxième mi-temps et de se faire hurler dessus pour commencer à avoir quelque chose. C'est ça. Ça a été entre guillemets peut-être l'adversaire parfait. Voilà. Après trois matchs où t'as fait des entames un peu catastrophiques, où t'avais eu des avertissements jusqu'à perdre à Lorient, quoi. Mais voilà, je pense que comme l'a dit Guillaume, ça fait du bien d'être tombé peut-être sur ce Saint-Etienne là malade, même si on était inquiet avant le match. Hein, on a toujours un peu au fond de nous les équipes à relancer et tout ça, donc on s'est dit bon, on reste l'OGC Nice, donc on fait partie de notre ADN. mais là franchement c'est relativement faible, même s'ils ont eu quand même quelques temps forts. On va en parler d'ailleurs. Galtier l'a souligné, hein, il les a bien secoués à la mi-temps. Ça fait un peu plaisir de lire ça aussi, que les joueurs l'ont dit eux-mêmes, hein, que Galtier les avait secoués. Ouais. Galtier, donc Galtier a quand même tellement crié sur les mecs qu'il s'est retrouvé en hypoglycémie, il a été obligé de rester au vestiaire pour manger un quart d'heure de plus, quoi. Il a mangé sa pomme pote. C'est quand même phénoménal comme histoire, je trouve, et qui te balance ça, genre non mais j'avais pas assez mangé, puis bon, vu que j'étais tendu et que j'ai crié sur les mecs, j'étais en hypoglycémie, d'accord, ok. Il a dû ses compotes. C'est ça, j'avais oublié mes compotes sur le banc, bon d'accord, très bien. Mais que fait Nabil ? Que fait l'intendant ? Où étaient les compotes, Nabil ? Le peuple niçois veut savoir. Non, voilà, blague à part, Guillaume, tu soulignais, je pense qu'aussi, l'une des principales différences au-delà de l'entame, du coup, peut-être bien aidé effectivement par la faiblesse abyssale de Saint-Etienne qui se retrouve dernier de Ligue 1 aujourd'hui en attendant le match de Metz dans l'après-midi, c'est aussi la présence de Mario Lemina, et très clairement, il y a un milieu de terrain avec et sans lui, et en fait, tu te rends compte, c'est un peu ce qu'on évoquait en début de saison. Tu as l'impression que Mario Lemina, c'est vraiment le titulaire indiscutable au milieu de terrain, que éventuellement tu peux lui changer son binôme, et aujourd'hui c'était Kefren Turam plutôt que Pablo Rosario, que ça va aller. Par contre, associer Thuram et Rosario, ils sont vite orphelins du vrai patron du milieu de terrain qui est Mario Lemina. On l'a vu surtout pour Thuram, hein, parce que c'était pas le même joueur hier que lorsqu'il avait été associé à Rosario. Et puis Lemina, oui, bon, on l'a déjà dit, c'est le patron, et ce mec, pour moi, m'impressionne, quoi. Il a un volume de jeu qui est impressionnant, il est technique, il récupère un nombre de ballons de malade. Il est partout, quoi. Il est partout dans les phases offensives, défensives. C'est vraiment la pierre angulaire de l'équipe, je pense, aujourd'hui, quoi. Et surtout quand tu vois, moi hier ça m'a fait un peu tilter, mais t'as vraiment l'impression que Thuram est peut-être devenu ou est beaucoup plus un 8-10 que vraiment un mec qui travaille la récupération. Hier on l'a vu clairement avec un mec comme Lemina à côté de lui qui a battu le travail défensif pour lui, quoi. On l'a vu récupérer, comme l'a dit Guillaume, un nombre de ballons incalculable. Ça lui permet de jouer 20 mètres plus haut, en fait, hein.
Bah c'est ça, il s'est régalé, hein. On l'a vu faire des doubles contacts, de se projeter vers l'avant, d'apporter le danger. C'est lui qui fait la passe décisive pour Stanks d'ailleurs. Mhm. Donc voilà, Et puis à même côté de Rosario qui peut-être, pardon Guillaume, hein, Rosario qui a peut-être plus cette tendance aussi à se projeter vers l'avant un peu plus que Lemina, forcément le binôme Thuram Rosario Il est peut-être moins a sûrement moins de complémentaire. complémentarité, voilà, qu'avec Lemina. non, je voulais dire, oui, je suis entièrement d'accord, mais puis même les courses défensives qu'a fait Thuram, tu le sentais libéré, pas stressé de perdre un ballon ou de Mhm. faire une connerie. Il était vraiment, c'était pas le même joueur hier. Il était, moi, je l'ai trouvé très très bon, voilà, en 8-10, comme tu as dit, dans l'apport offensif, mais aussi j'ai trouvé ses courses défensives intéressantes. Ouais, c'est fini le match quand même en soutien des attaquants, hein, un poste Ouais. assez inédit pour lui. En tout cas, ça fait plaisir de voir Kefren Turam revenir à un niveau qui sied un peu plus son potentiel. Par contre, petite inquiétude, et on aura l'occasion d'en reparler dans les 3 prochains mois, mais il va y avoir la CAN à gérer avec l'absence probable de Mario Lemina. Ça risque éventuellement de poser problème à ce milieu de terrain. Et du coup, il faut espérer qu'un autre patron émerge. Et là, On a Schneiderlin. on pense forcément à Morgan Schneiderlin qui, quoi qu'on en pense dans cette émission, coucou Brice, on attend en fait qu'il prenne ce rôle et éventuellement il pourrait réussir sa saison s'il arrive à assurer l'intérim en l'absence de Mario Limina au mois de janvier. Mais bon, on n'y est pas encore. Ça laisse aussi peut-être le temps à Thuram et à Rosario de régler un peu leur coopération et leur complémentarité. On verra d'ici là. Aussi au niveau point positif, ce qu'on aurait aimé aborder, et je pense que Cédric va être peut-être celui qui va un peu modérer nos propos avec Guillaume, c'est le match de Calvin Stengs. Alors avec Guillaume, on est vraiment conquis depuis le premier jour par le potentiel du garçon et par sa qualité de passe, par sa vision du jeu. Il y a bien sûr beaucoup de déchets, c'est un jeune joueur, puis c'est un joueur qui tente et qui risque un peu plus peut-être que d'autres, donc naturellement c'est un peu plus compliqué. On sent aussi que dans l'impact physique, c'est très différent du championnat néerlandais. Il va peut-être falloir qu'il muscle un peu son jeu pour reprendre les paroles de Aimé Jacquet. Mais en tout cas, sur cette rencontre, moi j'ai trouvé qu'il a quand même souvent éclairé le match de magnifiques passes, et que si Amine Gouiri est un peu plus décisif là cette semaine, peut-être que Stengs il est déjà à 2 ou 3 passes décisives à son compteur. Et puis là, il est buteur d'une magnifique frappe en plus enroulée. C'était pas forcément le but le plus facile à mettre de la journée. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé un super match avec bien sûr une énorme marge de progression. Mais moi, quand je vois les gens le comparer à Miziane ou à Sako, je me dis, mais enfin, il y a un truc que je comprends pas, quoi. Ok, tout n'est pas parfait et il perd des ballons, mais enfin, par rapport aux deux autres joueurs, je trouve qu'en un mois, il a déjà montré beaucoup plus de choses et beaucoup plus de potentiel que les deux joueurs précédemment cités. Ouais. Moi, enfin, c'est pas non plus, voilà, il y a encore, comme tu dis, du boulot, notamment physique à faire. Il a quand même parfois un peu de déchets, mais c'est plutôt le potentiel qu'il montre sur le terrain par fulgurance. Enfin, c'est du velours, quoi. Ce mec, c'est soyeux quand tu le vois jouer. Cette qualité de passe, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, peut-être depuis Pépé de la Sagra. Et, Là, je t'en rigole. as perdu la moitié éditeur, là. T'as perdu quelque Je chose rigole. d'éditeur. Non, je rigole. On a quand même, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette vision et cette qualité de passe, c'est juste extraordinaire. Le futur pour ce mec, c'est Ouais, ouf. c'est une qualité de passe, c'est le prime de Mika Seri, hein. Pas au même poste, tu vois, mais Ouais. c'est vraiment à ce Ah non, niveau mais de vision du jeu. il a une patte gauche incroyable, hein, ça se voit, hein, c'est simple, hein, même hier sur une action où il change complètement le jeu, Non, en une passe, la il profondeur, force même pas, combien quoi. de lignes il casse et tout, quoi. Et Ouais, il derrière, force même pas, c'est vraiment, enfin, c'est une vraie belle patte gauche. Après, voilà, moi, hier, où j'ai essayé un peu de tempérer aussi dans l'autre sens, c'est évidemment, hein, évidemment, le mec, il vient des Pays-Bas, il est très très jeune, il va devoir s'acclimater un peu à l'intensité, l'impact physique. On le voit sur certains contacts pas qu'il l'explose vite, mais tu sens qu'il est un peu frêle sur ses jambes, encore un petit peu. Mais le but déjà va probablement lui faire beaucoup de bien, ça va lui donner un peu confiance, ça va peut-être le libérer sur certaines phases. et j'insiste, fallait le Et mettre, hein, quand même, hein. Belle Ouais. frappe. ah bah oui, clairement, hein, c'est voilà. Mais après voilà, hier moi, là où j'ai fait un peu une petite comparaison, c'est quand tu vois par exemple Boadou à Monaco, hein, qui sortait d'une saison dingue aux Pays-Bas et qui a énormément de mal aussi à Monaco pour l'instant. Donc voilà, c'est un championnat qui est différent aussi les Pays-Bas. Donc voilà, je pense que là il est sur la bonne voie et il y a aucun doute sur sa marge de progression à Stangs, hein. Il va voilà,
c'est le talent balle au pied, il est indéniable. Je pense qu'il Plus une préparation perturbée par les blessures, hein. Bien Je sûr. te coupe, Guillaume, mais il revient d'une blessure aussi. Il a pas trop fait la préparation avec le groupe, donc c'est peut-être aussi pour ça que physiquement il est un peu en deçà. C'est que il doit se réathlétiser petit à petit et prendre la mesure vraiment de l'exigence de la Ligue 1, comme tu disais, Cédric. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi ne pas être tout le temps dans la culture de l'immédiat et ne pas croire que n'importe quel joueur, quand il change de club, quand il change de pays, il est tout le temps à 100%, tout le temps au top et toujours à son prime. Je veux dire, sont des jeunes joueurs, Tout le des monde n'est humains. pas Gouiri. Ouais, ouais, voilà, on va dire ça. Mais enfin, il est important de voir qu'il y a une adaptation pour lui et que malgré qu'elle ne soit pas encore totalement faite et loin de là, il a quand même un truc de fou, ce mec, dans les pieds, quoi. Ah bah ça, tu le vois, hein, Sky a reparlé de son but, mais c'est vrai que t'as l'impression, en fait, c'est d'une simplicité, tu sais, tu vois. C'est Alors, beau. C'est beau le foot quand c'est comme ça, hein, mais bah c'est ça, je vais pas taper sur Gouiri, absolument pas. Mais fais gaffe, vois son face à face. tu l'as déjà fait, t'as eu des problèmes. Ouais, non, mais bon. Et tu vois son face à face, par exemple, son piqué, où tu te dis ça reste quand même un face à face. Même Gouiri, avec tout le potentiel qu'il a, le sang-froid qu'il peut avoir et le nombre de buts qu'il a déjà mis avec Nice, tu te dis qu'il ait un minimum de doute à son âge, c'est normal. Là, hier, Stengs, il reçoit un ballon, il se met sur son pied gauche, il t'enroule ce ballon, t'as l'impression que le mec, il y a aucune pression sur le moment, quoi. Tu vois. Pourtant, c'est un face à face, il a pas encore marqué un but avec Nice, donc il aurait pu un peu trembler des genoux, quoi. Mais absolument pas. Il place ça dans le petit filet proprement. Donc vraiment, cette patte gauche, ça peut faire très très mal. Et on a C'est hâte du velours. de voir la suite, C'est du effectivement. Au rayon aussi des satisfactions, parce qu'il y en a eu, mine de rien, rassurez-vous, on va aussi après parler de ce qui a moins bien fonctionné, parce que malheureusement, tout n'a pas été parfait. Déjà, Walter Benitez, qui sait faire des sorties aériennes. Maintenant, on avait déjà un peu parlé lors de la précédente émission, mais là, qui s'impose quand même dans les airs, et pas face à des petits gabarits, nécessairement, en plus à Saint-Etienne, mais qui refait preuve vraiment d'une véritable autorité dans sa surface. Encore un clean sheet. L'OGC, c'est toujours aussi meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 3 buts encaissés. Et là, moi, je trouve, même s'il n'a pas franchement été menacé et que ça reste le 20e de Ligue 1 en face, bien entendu, mais sur pas mal d'occasions, tu l'as vu sortir de sa ligne, aller sortir les bras et les poings au milieu de la forêt de joueurs verts. Je trouve que c'est vraiment positif dans la progression et dans le retour à son prime de notre gardien argentin. C'est une très bonne surprise. Je l'attendais pas à le voir redevenir aussi bon. Je m'étais dit qu'il avait fait un peu quand il avait sorti une grosse saison, qu'il était en sur-régime. Mais là, clairement, j'ai l'impression de découvrir un nouveau gardien, que ce soit physiquement, dans son jeu, même le jeu au pied, c'est différent. C'est vraiment une très très belle surprise. Il est solide, il est serein et je le trouve très bon en ce moment. Bah, c'est vrai on savait déjà que sur sa ligne, il était excellent, hein, voilà. Mais là, le fait qu'il commence à s'imposer, à pas avoir peur d'aller au charbon. Hier, on l'a vu un peu se faire un petit peu mal en s'imposant, mais voilà, c'est exactement ce qui lui manquait à Benitez. En plus, il a une carrure qui fait qui peut déménager absolument tout le monde, hein, dans la surface. Donc qu'il le fasse et qu'il le fasse à ce niveau-là surtout, bah c'est que du bonheur, hein. Ça coïncide aussi, comme vous l'avez dit, avec le fait d'avoir pris que 3 buts pour l'instant, d'avoir fait autant de clean sheet et tout, hein. Il y est à chaque fois pour quelque chose. Si tu remarques dans les victoires à Lille, contre Bordeaux hier, il sort les quelques arrêts qu'il faut au bon moment, en fait, pour te maintenir au calme, quoi. Effectivement. Et si c'était la signature de Boulka avec on connaît pas encore le joueur, mais qui peut apporter une vraie concurrence, qui le poussait justement à être meilleur. Clairement, enfin, c'est le fait, hein, ouais, et sans dire du mal de Cardinal qu'on aime beaucoup, mais bon, Cardinal, je pense qu'il avait abandonné l'idée d'essayer de reprendre sa place de numéro 1 ou du temps de jeu, tandis qu'un mec comme Boulka, il arrive, il est prêté, donc il a tout intérêt à jouer, à se montrer au moins à l'entraînement sous son meilleur jour. Donc on l'avait réclamé longtemps, une véritable concurrence à Benitez. On sait en plus que les saisons où il a été le meilleur, c'est les saisons où sa place a été menacée, que ce soit avec Lucien Favre quand il avait dû prendre la place à Johan Cardinal qui avait été blessé, ou quand avec Patrick Vieira, ce dernier l'avait mis sur le banc de façon un peu étrange en début de saison et qu'il avait dû revenir après au bout de 3-4 journées pour se réimposer dans les buts. Donc je pense que c'est un gardien aussi qui marche à la concurrence, et on voit que dans tous les plus grands clubs, de toute façon,
un grand gardien, ça fonctionne parce que derrière lui, il en a un qui a envie de le bouffer, de lui prendre sa place. Donc c'est un luxe d'avoir un Walter Benitez à ce niveau-là. On verra si Marcin Bulka peut à terme être un véritable numéro 2 à l'OGC Nice, mais d'être un peu plus confiance en lui qu'Anthony Ratchopi. On reparler de Bulka, du peu qu'on voit et tout, je trouve que c'est vraiment ça a l'air d'être d'avoir un mec avec une bonne mentalité, toujours l'air d'être souriant dans les vestiaires après les victoires, il est toujours là, machin. Donc je pense que vraiment il apporte vraiment quelque chose de positif, ce mec-là, notamment sûrement sportivement aussi, hein, parce que comme on l'a dit par rapport à la concurrence, sportivement je pense que ça doit être quelque chose, hein. Il est assez imposant, mais vraiment au niveau de l'état d'esprit, là, ça a l'air d'être un vrai bon mec aussi, Bulka. Bon, on a hâte de le découvrir. En tout cas, on espère que ce sera en coupe et que tout se passera bien pour notre gardien argentin en Ligue 1. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se dire qu'on a envie de voir le gardien numéro 2, peut-être ponctuellement dans la saison, et voir s'il peut s'inscrire dans la durée avec l'OGC Nice. Juste pour terminer sur les points forts, il y a le banc aussi, le coaching de Christophe Galtier, et puis les remplaçants qui sont rentrés et qui ont pu vraiment apporter quelque chose. Naturellement, le premier qu'on va citer, c'est Lucas Dacunia, qui est auteur d'une très belle passe décisive sur le troisième but, sur le but de Delors. Pour l'anecdote, devant en plus, parce qu'il est de la Loire, donc devant sa famille, hein, qui était en tribune juste devant l'endroit où il fait la passe décisive. Donc ça, c'est sympa pour lui et pour ses proches de briller comme ça à domicile. Mais très belle entrée. En tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup d'activité et décisif, ce qui est peut-être rassurant aussi à cause de la blessure de Kluivert, de se dire qu'on va avoir un joueur à ce poste-là qui va pouvoir un peu prendre du temps de jeu et pallier cette absence dommageable. Alors, également avec Claude Maurice, hein, qui revient progressivement à l'entraînement et qu'on devrait voir dans les prochaines semaines. Mais il y a aussi Evan Guessant, moi, que j'ai trouvé assez intéressant, même s'il peine à être décisif et à se procurer des actions de but. En tout cas, en fin de rencontre, il apporte une certaine conservation de balle, et puis physiquement, il répond vraiment au duel avec les défenseurs centraux qui sont pas forcément les plus amicaux. En plus, à Saint-Etienne, et tu vois que là-dessus, tu as déjà l'impression d'avoir affaire à un joueur vraiment mature. Ah, c'est bien, c'est bien. Galtier l'avait dit, hein, de son qu'il voulait vraiment des entrants. Il avait insisté sur ce mot, mais t'as l'impression que vraiment, voilà, même des mecs jeunes, hein, comme Guessant, Dacunia, qui ont quasiment aucune expérience en Ligue 1, entre guillemets, ils rentrent, ils sont décisifs, ils apportent quelque chose. Voilà, alors c'est très très bien, je trouve, hein. Dacunia, il a fait preuve d'un super sang-froid, parce que il aurait pu, pareil, un peu comme Stengs, t'es devant ta famille, t'as un ballon où limite il peut partir seul et essayer de marquer. Il a la lucidité de lever la tête, de voir Delors tout seul et de lui faire une offrande. Donc c'est très très bien. Moi, je trouve que l'entrée la plus réussie, ça reste celle de Rosario. Parce qu'en fait, il est entré à un moment où Saint-Étienne pressait beaucoup et mettait de la pression. Et peut-être qu'à ce moment-là, Thuram était un poil trop offensif. Et il manquait de cette dimension défensive. Et je trouve que du moment où il est rentré, c'était fini pour Saint-Étienne. Il a complètement rééquilibré le milieu. Donc pour moi, c'était l'entrée la plus intéressante. Et je trouve aussi que Lotomba a été pas mal en cette fin de match en jouant un peu plus haut que d'habitude. Il est à l'origine de la passe décisive de Dacunia, et je l'ai trouvé intéressant un poil plus haut aussi. Donc c'était de bonnes entrées. Quand tu vois surtout, voilà, c'est pas pour critiquer parce qu'on a gagné 3-0 et tout ça, hein, mais pour parler individualité et un peu du côté négatif, même si c'est un peu fort, mais je trouve qu'Atal, c'est quand même, ça devient compliqué quand même. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était la suite du débat. Du coup, on passe un peu au côté négatif. Effectivement, Guillaume, en off, tu nous confiais que tu commençais à être un peu inquiet pour la défense. Donc, il y a la défense centrale qu'on va évoquer évidemment, et le match notamment de Flavius Daniluk. Mais commençons pourquoi pas par Youssef Attal. Bon, alors. Premier point positif, j'ai envie de dire, il tient tout le match, et bon, il n'a pas l'air blessé, et c'est vraiment pas pour m'acharner que je dis ça, mais là il enchaîne quand même les rencontres avec beaucoup de temps de jeu, il ne se blesse pas. Donc moi j'ai envie de dire que je préfère le voir faire des matchs compliqués, mais des matchs entiers et répétés, en me disant ça reviendra tôt ou tard aussi son jeu, plutôt que de le voir faire un excellent match, une excellente demi-heure explosive et se répéter 3 semaines. Moi, je le vois comme ça. Oui, c'est sûr. Ce qui ne contrebalance pas le fait que son match est quand même extrêmement compliqué, avec surtout un apport offensif très limité, parce que je trouve que défensivement, il a quand même été auteur de 2-3 tacles importants, il a rarement été dépassé, mais pour l'instant, avec Youssef Attal, je préfère me féliciter du fait qu'il enchaîne les matchs sans se blesser. C'est peu de choses,
Mais bon, c'est déjà ça, connaissant ses récentes blessures. Je rebondis sur ce que tu dis parce que pour moi, Attal n'est plus le même joueur qu'on a Mm. connu auparavant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un joueur qui était plus ou moins plus léger défensivement, mais qui avait un apport offensif de malade, qui était explosif, un coup de rein de fou, des dribbles. Et là, en fait, ben, t'as l'impression qu'il a perdu cette explosivité, il n'arrive plus à passer de dribble. Mais, à contrario, il est devenu un très bon latéral droit défensif, où clairement, il tacle, il a des tacles rageurs, il est présent physiquement et sur les actions, il coupe, et je pense qu'on a un nouveau joueur. Donc c'est compliqué de le juger par rapport au mec qu'il était avant parce que je pense que son corps a dû évoluer, son hygiène de vie, j'espère pour lui qu'elle va évoluer aussi. Et du coup, ben, il devient un joueur différent, un vrai joueur défensif. Mm. Peut-être Et, qu'il a compris aussi que cette explosivité, c'est ce qui lui causait un peu des soucis musculaires aussi. Hein. Oui. On l'a un peu forcé, et on lui a peut-être fait comprendre aussi qu'il modifie certains aspects de son jeu Mais pour essayer de tenir physiquement. au-delà des individualités, quand je dis que la défense m'inquiète, c'est que je trouve qu'on concède trop d'occasions facilement. Bon, on a des équipes comme Saint-Étienne hier où clairement ils sont pas bons, quoi. Parce qu'il y a cette tête je crois que c'est Crasso qui met une tête à Ouais. côté de la cage alors qu'il est tout seul. Enfin, on concède trop d'occasions, on prend des risques, que ce soit Dante, Dani Luch, on perd des ballons, c'est ahurissant de perdre des ballons comme ça. Mais je trouve la défense dans sa globalité et pas dans ses individualités plutôt mal articulé. voilà. Fébrile même. Parce que si on les regarde un par un, ils sont bons tous, hein, que ce soit Attal, Barr, Dante, bon, Dani Luch à moitié hier, mais Todibo, mais je trouve que l'ensemble, c'est bancal, alors que quand on les regarde un par un, c'est pas mal. C'est quoi? C'est un peu C'est un manque de complémentarité ou c'est je sais pas. besoin de travailler Je pense qu'il y a besoin de ensemble travail. parce que ça a quand même beaucoup changé. On Je sait pense que que c'est du travail tactique, moi. Je voilà. pense qu'ils ont Après, besoin de c'est toujours pareil. Hein. Todibo, bon, là, on va prendre l'exemple de la défense centrale type Todibo-Dante, mais ils ont que 7 journées ensemble hein, seulement. Hein. Oui, du coup là Danny Luc même pas du tout, tu vois. Donc voilà, donc forcément, voilà, il va falloir qu'il se crée encore plus de complémentarité, plus d'alchimie entre les deux, plus de communication, même si c'est très bien et que la plupart des matchs ils sont relativement souverains, mais je suis assez d'accord avec Guillaume sur le fait qu'on concède quand même pas mal d'occasions. Il y a eu quelques matchs où que ce soit Bordeaux où on gagne 4-0, hier où on gagne 3-0 où il y a eu quand même des loupés offensifs absolument incroyables de la part des équipes adverses où ils auraient pu marquer. Hein. Mais si Saint-Etienne revient bon, un partout, t'as peut-être pas la même deuxième mi-temps non plus. Donc voilà, c'est exactement pareil. Je crois que c'est contre Bordeaux où le mec il rate une tête aussi de malade, non? Et c'est pareil, je crois qu'on est à 1 ou 2-0 à ce moment-là. Ça Donc peut vite voilà, changer le après scénario d'un match. voilà, Bon après tu va sais pas, jamais. on va Mais pas refaire le match encore une fois, hein, parce qu'avec des si, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir. D'ailleurs, Galtier l'a dit, hein, on concède trop d'occasions, comme l'a dit Guillaume, il cesse de le répéter. Donc je pense que ça va travailler là-dessus et que c'est Je pense que juste c'est un un gros problème chantier. tactique. Ouais, C'est un gros chantier, c'est tactiquement, je pense que ce que demande Galtier, la défense et les joueurs qui jouent aujourd'hui dans notre défense ne sont peut-être pas habitués et qu'il essaye d'apporter une approche différente des phases défensives et je pense que tactiquement, il y a encore du boulot pour être vraiment serein derrière. Après, faut pas oublier, voilà, hein, que on est qu'à la fin du mois de septembre, hein. Donc c'est normal qu'il y ait des réglages dans un, Oui, dans un, sec- dans un secteur de jeu en plus exactement. qui a beaucoup tourné, parce que ce soit à droite ou à gauche, au niveau des latéraux, tu as quand même le poste qui se partage pour des raisons sportives ou de blessures, mais en tout cas, ça a beaucoup tourné sur les deux ailes. Et en défense centrale, bon, ça a été un peu plus stable. Là, hier, tu changes et tu ne fais rentrer Todibo qu'en toute fin de match. Et c'est peut-être pour ça aussi que Danyuk et Dante ont quand même eu relativement peu l'occasion de jouer ensemble et de s'entraîner ensemble la saison dernière à cause de la blessure du capitaine. Et peut-être qu'en fait, si tu l'associes à Todibo, avec qui il a eu un peu plus l'occasion d'évoluer, il montrerait un niveau plus intéressant. Enfin, on verra dans les prochaines semaines, mais c'est peut-être un secteur qui a davantage que les autres vraiment besoin de stabilité pour se développer. Mais après, comme dit Cédric, voilà, on est fin septembre, ça a encore largement le temps de s'améliorer. Et en plus, pour Et l'instant, malgré tout ça, tu regardes que mathématiquement, ce soir, on peut rester sur le podium.
Oui, et avec puis, tout ça, tes, quelques points perdus, tes et meilleures maintenant défenses, c'est et t'as encore fait une clean sheet en plus. Donc, ouais, statistiquement, tu ne peux rien dire clairement. à cette défense. Tu crains un peu de recevoir d'autres équipes mieux classées. T'as peut-être le match qui arrive face à Lyon assez rapidement qui va être révélateur. De toute façon, cet enchaînement de matchs avec notamment Marseille aussi à la fin du mois d'octobre qui nous permettra peut-être de faire un premier point aussi sur quel côté du classement tu bascules. Après, pour la défense, pour notre défense, entre guillemets, quand tu vois, par exemple, même un club comme Paris, sur certains matchs, ils sont pas totalement souverains Bien non sûr. plus. Hein, voilà. C'est évident aussi, là, hier pour reprendre notre défense, mais tu joues un club À la où c'est cave. très dangereux, on va dire. Ouais, ils sont à la cave et je pense que ça commence à transpirer fort sur la saison. Donc forcément, il y a une demi-heure où les mecs ils vont se donner à 3000 pour tout tenter, quoi. Donc voilà, tu prends pas de but, c'est très bien, mais il va y avoir quelques réglages évidemment. Pour terminer cette émission, je voudrais qu'on évoque une citation de Christophe Galtier hier en conférence de presse qui est reprise par la presse du jour et notamment par l'équipe. Une citation pardon, qui peut paraître assez étonnante puisque c'est au sujet de l'effectif qui ne serait pas assez étoffé. Je vous la cite, juste les mots de Christophe Galtier. S'il était étoffé, le groupe, on aurait pris plus que 4 points sur ces 3 derniers matchs. Si on veut être européen, on doit être préparé à mettre plus d'intensité sur l'ensemble du match. Quand même, la profondeur de l'effectif et du banc, on en parlait en plus, c'est quand même l'une des principales qualités de l'OGC Nice cette saison. On a vu quand même que le 11 a beaucoup tourné sans trop perdre en qualité, sauf peut-être sur des postes très ciblés. On pense notamment au poste de latéral droit où on a 2 joueurs assez fragiles. Mais au final, ça ne suffit pas pour être européen éventuellement selon Christophe Galtier. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire au mercato d'hiver? Est-ce que Galtier exagère un peu? Est-ce qu'une fois qu'on aura réglé nos problèmes d'infirmerie, ça se réglera tout seul également? Enfin, quelle est votre réaction spontanément face à cette citation qu'on n'attendait pas forcément en plus à ce moment de la saison, puisqu'il s'était montré assez satisfait du mercato il y a ne serait-ce que 3 semaines quand ce dernier a été clôturé. Je pense que ça traduit surtout son ambition. Clairement, en parlant comme ça, en étant à ce moment-là de la saison, ce classement sur le podium et tout, ça montre à quel point il est ambitieux et il veut aller taper très très haut. Donc forcément, il se dit qu'il veut avoir un groupe encore meilleur, encore plus étoffé, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quand tu as des joueurs blessés ou suspendus, avoir encore plus de choix et de profondeur de banc. Donc je pense que c'est surtout la traduction de son ambition avec le gym. Après, pour le mercato, oui, je pense qu'on aurait pu recruter un défenseur central de plus avec un peu de bouteille, un vrai bon joueur de Ligue 1, un peu comme un Andy Delors, mais pour la défense. On aurait pu penser à un Aïssa Mandi ou des joueurs comme ça. Et je pense qu'on aurait pu prendre un offensif polyvalent, lui aussi avec un peu plus de bouteille devant. Voilà. Un profil un peu à la Shaqiri, sans dire spécifiquement lui, Oui, mais ou même, voilà, je reviens sur les profils de Delors, des Mandy, des joueurs comme ça, tu vois, qui sont pas des titulaires dans des clubs de premier niveau européen, mais qui sont des très bons joueurs et qui vont t'apporter beaucoup, je pense. un Romain Hamouma par Bah ouais, exemple, pour ouais. reprendre notre débat du mois de juin. Non, c'est bon, j'ai mis 3 mois à vous pardonner, on va pas relancer ça. Cédric, ta réaction par rapport à cette citation de Christophe Galtier et du coup par extension, un peu comme je le disais, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre et qu'on doit espérer des ajustements au mercato d'hiver? Bah, c'est vrai que la première réaction que j'ai eue, ça m'a un peu étonné. Hein. On sait je trouve qu'on a un banc qui est par exemple 10 fois plus fort que l'an dernier, et même par rapport en Ligue 1, t'as un banc où tu fais rentrer des mecs que beaucoup d'équipes de Ligue 1 voudraient avoir titulaires. Je pense qu'avec ton Donc banc, tu joues le ventre mou de Ligue 1 à peu près. Hein. bah ouais, moi alors c'est pour ça que la réaction m'a étonné. Maintenant, à voir ce qu'il a voulu dire, et ça je pense que lui qui le sait, hein, mais peut-être aussi qui pointe un peu du doigt certaines recrues, certains joueurs qui enchaînent un peu les pépins physiques, et ça doit un petit peu le gaver, je pense. Hein. Donc voilà, à voir exactement ce qu'il veut dire. Je suis pas sûr qu'il parle tout de suite comme ça en disant qu'il soit vraiment plus étoffé, parce que le groupe est quand même, t'as un groupe d'une 20aine de joueurs qui est quand même très très intéressant. Maintenant, voilà, je pense aussi
qui pense on en a parlé tout à l'heure, mais à la CAN, qu'il va falloir, penser à tout ça. Si la saison elle est longue, si tu veux vraiment être ambitieux, comme l'a dit Guillaume, et il est ambitieux, hein, Galtier, il y a aucun souci là-dessus. Donc il va peut-être falloir quelques ajustements et retravailler. Nous, on en a parlé beaucoup sur Twitter notamment, mais comme plein d'autres. Mais à peut-être penser aussi à ce facteur blessure sur certaines recrues quand tu vas les prendre, parce que ça peut se jouer sur des détails. Hein. C'est Galtier qui le dit. Hein. Une saison, c'est long et ça se joue sur des détails. Mais si tu perds quelques joueurs importants, ben ça peut te faire basculer du mauvais côté. Donc c'est quelque chose à laquelle il va falloir penser. Je pense que c'est le classement aussi de janvier qui va déterminer si oui ou non tu veux renforcer ton équipe pour aller chercher un truc, ou si tu te dis bon laisse tomber, on va donner du temps de jeu à nos jeunes en l'absence des joueurs à la CAN. Je pense que vraiment le classement va déterminer ce qui se passera cet hiver au mercato, quoi. Est-ce que Obadi et Srarfi sont dispo pour le 31 janvier? Quel enfer. Voilà, non mais bon, blague à part, à voir si justement tu te retrouves à faire une Obadi Srarfi, genre non mais c'est bon, on a fait un super début de saison, Ouais, donc ça suffira pour la tu lui suite. tu lui feras pas, je pense, à Galtier, ça, à mon avis. Enfin, Fournier le connaît bien, tu lui fais ça, à mon avis. Je crois qu'il lui jette le stock de compote à la gueule, si c'est ça. Il y a des chances, ouais. Bon messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné au cours de cette émission, à l'horaire et au jour un peu particulier, mais c'était un sacrifice nécessaire si on voulait avoir Cédric dans l'émission, parce que bon, le bon, début vous de inquiétez semaine pas, était là, infernal normalement, pour mon lui. emploi du temps se calme un petit peu. Je reste là dans Oui, ma propre émission, rappelons-le quand même. Hein, c'est bientôt la trêve internationale. C'est bientôt la trêve internationale, donc Christophe va te laisser un peu tranquille. Le quotidien sera moins chargé. On me respecte pas dans ma propre émission. Bon, t'as vu ça, c'est moche. Hein. L'invité. C'est terrible. Voilà, l'invité. Mais c'est le meilleur des invités, c'est le numéro 1, c'est l'essentiel. Avant la trêve internationale, tout de même, il y aura encore un match de l'OGC Nice, c'est Nice-Brest le 2 octobre, c'est samedi à 21h. Retour des supporters en tribune, pas tous, malheureusement, pas la populaire, mais en tout cas, retour d'un stade quasi plein, et ça fait plaisir. Donc, chanter, encourager l'OGC Nice. Pour nous, on vous rejoindra bien assez vite. Après, ce sera la trêve internationale. Effectivement, on prendra nous aussi un peu de vacances, mais on refera notre rythme. Voilà, un petit avant-match, ça sera l'occasion, histoire de se remettre doucement dans le bain. Alors, heureusement, cette trêve internationale va durer moins de temps. Hein. Il y a qu'un seul week-end qui saute. C'est pas comme l'enfer du mois de septembre où t'as l'impression que pendant un mois et demi, là, tu ne parles plus de ton club alors que le mercato vient de terminer. Mais voilà, on se retrouve très très vite. Donc la semaine prochaine, probablement voilà entre dimanche et mardi pour une nouvelle émission, et on espère une nouvelle victoire de l'OGC Nice. En tout cas, d'ici là, messieurs, passez une excellente semaine et Issa Nissa.